Ma mission et ma passion, c'est vraiment de développer les humains, développer les compétences, afin qu'on parle d'une Afrique des compétences et non plus une Afrique des malheurs. À l'époque, j'ai gagné 400 000 à Abidjan. Je suis allé à mon entretien avec Naguib, je lui ai dit voilà ce que je veux. J'ai demandé 15 000 et il n'a même pas discuté. Ok, no problem. Wow. J'ai dit où? Le personal branding, c'est pas de la célébrité. Le personal branding, c'est être pertinent dans son couloir. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Et si c'est pas nous, nos enfants le récoltent d'une certaine façon. Le secret de la réussite, c'est pas seulement le travail, c'est de délivrer le service. Effectivement. Salut Nabou, comment tu vas? Ça va, Myriel? Contente de te retrouver? Bienvenue à Cotonou déjà. Merci. J'espère que tu passes un très bon séjour. Oui. En même temps, tu es venu hier? Oui, je suis arrivé hier. Pas trop fatigué, j'espère. Non, ça va, je gère. Ok, merci déjà d'avoir honoré l'invitation pour participer à ce podcast-là. Ce sera un podcast un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire parce que j'ai choisi un angle complètement différent. J'ai eu mon audience en fait. Et donc, je vais poser certaines questions que tu vas apprécier, j'en suis sûr. Ah, j'espère. En tout cas, mon cœur bat depuis. Et qui vont quand même apporter de la valeur à ceux qui nous suivent. Du coup, dans un premier temps, pour les 1% de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Nabou Fall. Oui. Je suis chef d'entreprise, coach, formatrice, conférencière. Je travaille tout autour du développement de l'humain. Et ma mission, c'est de transformer le narratif de l'Afrique une personne à la fois à travers des formations, de l'accompagnement en personal branding et soft skills. Donc, ma mission et ma passion, c'est vraiment de développer les humains, développer les compétences, afin qu'on parle d'une Afrique des compétences et non plus une Afrique des malheurs, des tristesses, etc. Très Donc, intéressant. Voilà. Et je suis youtubeuse. Très important. Ça aussi, c'est un travail. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, en fait, parce que j'ai une audience relativement jeune et qui se pose pas mal de questions, tu vois. Ils voient la Nabou Fall d'aujourd'hui, celle qui, très jeune, a commencé à gagner des salaires, voilà, faramineux et tout. La plupart des Africains, très tôt, a commencé à gagner sa vie, à côtoyer des sommes d'affaires, de renom. Et je me suis dit, mais ce serait bien de revenir après, parce que tout le monde connaît ton parcours à partir du moment que tu as commencé par travailler. Mais moi, je suis conscient que rien ne se fait par hasard et que c'est ton passé, d'accord, de ton enfance jusqu'à ton adolescence et tout, qui t'a préparé à cette suite-là. Et donc, comme j'ai une audience qui est dans cette phase-là actuellement, je voulais qu'on fasse un peu un retour sur la Nabou Fall quand elle était enfant, quand elle était adolescente et tout. Quel genre de personne étais-tu? Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, ce que tu aimais, tes passions quand tu étais plus jeune? Alors moi, j'aimais lire, c'est tout. Okay. Je n'aimais que lire. Tu aimais lire, tu aimais apprendre? J'aimais apprendre et lire. Tout ce qui était lire et apprendre. C'est tout. C'est tout ce que je faisais. Ok. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc... En parlant des hommes, quels sont les livres que tu as le plus aimé? Tu as commencé par le développement personnel tout de suite ou bien c'est... Non, je ne sais pas si c'est... Le développement personnel est peut-être imbriqué dans la façon dont j'ai été éduqué. Ok. Voilà, je pense que c'est plus une question d'éducation. On m'a jamais éduqué avec des freins ou avec des limites ou en me disant tu es une fille, tu peux pas y arriver. Au contraire, tu vois, on m'a toujours dit que je pouvais y arriver, être ce que je voulais être, mais qu'il fallait travailler pour ça. Voilà, et que j'avais ma place au sein de la société. Ok. Et dans une famille africaine, comment ça se passe au jour le jour, ce genre d'éducation? Alors moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai perdu mon père très jeune et je suis le seul enfant de mon père. Donc c'est assez particulier. Oui. Et ma mère je suis resté très longtemps enfant unique de ma mère. Et qui était veuve très jeune, à 20 ans. Wow. Voilà, donc elle a toujours dit qu'elle allait faire de moi la personne que je devrais être si mon père était vivant. Wow. Donc elle a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que je puisse être cette personne-là. Et donc pour elle, c'était pas une fille qu'on devait limiter parce que dans ma famille, enfin dans ma culture, logiquement, je suis Peul. Et les femmes de ma famille ont toutes été mariées très jeunes. 16 ans, 15 ans. Et ma mère s'est dit non, pour moi, ma fille, ce ne sera pas comme ça. Voilà, elle fera ce qu'elle voudra, elle pourra être qui elle veut être, elle n'aura pas à subir ces challenges de culture ou ces défis que la culture impose aux femmes. Et ce sera une femme indépendante, autonome financièrement, parce que quand tu deviens veuve, tu fais l'expérience des problèmes financiers et tu découvres que j'étais la femme de ce monsieur, j'ai 20 ans, je ne suis plus la femme du monsieur, je n'ai plus rien. Voilà. Ça crée vraiment... Avec un enfant. Oui. À 20 ans. Wow. Et maman était entrepreneur aussi? Non, d'abord, elle était étudiante. Ok. Puisqu'elle était à 20 ans. Oui. Elle était étudiante. Oui. Donc, elle a eu, avec beaucoup de tractations, elle a pu négocier. J'ai un de mes oncles qui était très bien placé à l'époque et qui a pu lui trouver une bourse d'études. Donc, elle est partie étudier en France.
France. Ok. Et elle a fait ses études. Elle avait une santé aussi fragile, et moi aussi. Donc, on a pu bénéficier de soins de santé. J'ai eu une enfance très, très, très malade. Très malade. Ok. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital dans mon enfance. Ok. Entre l'hôpital, la maison, les opérations, les interventions. J'ai subi énormément d'interventions chirurgicales dans l'enfance. Et elle aussi, d'ailleurs, était aussi malade. Donc, on était deux malades. Mais, et donc, ça nous a forgé quand même une résilience et une rage de vivre quelque part, d'accomplir et de faire. Bien sûr. Ok. Et là, maintenant, parce que tu me dis maintenant que tu as vécu une partie de ton enfance en France, mais j'ai aussi des flashs du fait que tu as dit dans certains podcasts que tu as grandi à Abidjan ou à Dakar. Pendant combien de pays au final, en fait? Alors, je suis née à Dakar. Oui. Et après, je suis allée en France très, très, très petite. Après, je suis allée en France pour le primaire, une partie du primaire. Après, je suis allée au Sénégal pour une autre partie du primaire. Et à partir de la 6e, je suis allée vivre en Côte d'Ivoire parce que ma mère avait travaillé donc en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Donc, je suis allée, je suis restée chez une tante pendant 1 an. Okay. Après, je suis allée la retrouver en Côte d'Ivoire, où elle travaillait. Et après ça, tu es resté en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que... Je suis resté en Côte d'Ivoire et après, je suis allée à l'internat en France. Et j'ai fait mes études universitaires en France. Parcours très charismatique. Hein. Compliqué. Très compliqué. Ok. Pendant tout ce temps, en fait, parce qu'aujourd'hui, on voit la Naboufal, et dans une interview, j'ai entendu dire, par exemple, que très jeune, en fait, que tu avais des postes de responsabilité. Tout à fait. Très, très jeune. À environ quel âge par là? Alors, j'ai eu mon premier poste de responsabilité, j'avais 26 ans, 25, 26 ans. Et ensuite, j'ai continué à monter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et ce premier poste de responsabilité, tu gagnais à peu près quel salaire? Non, le premier, je ne gagnais pas beaucoup. Pas beaucoup. Je ne gagnais pas beaucoup. Mais c'est quand je suis parti en expatriation que j'ai accepté d'être recruté par une autre compagnie. Que là, je suis allé négocier. J'ai eu une histoire. J'ai rencontré quelqu'un à un mariage parce que ma mère vivait au Congo avec son mari après la guerre. Et on était invité à un mariage où je ne voulais pas aller. Ma mère m'a dit non, il faut que tu viennes. Donc, je suis allé à Brazzaville. Et le mariage était dans une ville un peu en dehors de la capitale. Et là, à table, le déjeuner du dimanche, j'ai rencontré un monsieur qui me dit qu'il était PCA d'une compagnie de télécom. Et en discutant avec lui, et c'est pour dire que des fois, on n'a pas envie d'aller quelque part et on ne sait pas les opportunités qui nous attendent dans certains endroits. Et je discutais avec lui, il me dit, non, nous, on a une licence de télécom. Et moi, je travaillais dans les télécoms à Abidjan à l'époque. Il me dit, on va recruter, etc. Que ça peut t'intéresser? Je dis, ouais, pourquoi pas? Un job en expatriation. Et après, je suis rentré à Abidjan, j'ai plus de ses nouvelles. Et puis un jour, on m'appelle, il faut absolument que tu reviennes à Brazzaville rencontrer le directeur général de la société. Je dis ok, je suis allé, reparti. Et j'ai rencontré le directeur général, mais je n'étais pas encore recruté puisqu'il fallait que je rencontre le patron, le propriétaire de l'entreprise, qui est aujourd'hui un des hommes les plus riches d'Afrique, qui est dans Forbes, s'appelle Naguib Sawiris. Donc, je suis allé au Caire. On m'a dit, il faut que tu ailles au Caire. Donc, je me suis débrouillé comme je pouvais. Je suis arrivé au Caire. Je me rappelle, il n'y avait pas qu'il fallait un visa. Je suis arrivé à l'aéroport sans visa. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Et heureusement, et puis on m'a dit, c'est parce que vous venez voir Sawiris que vous pouvez rentrer en Égypte comme ça. C'était des tractations, mais au Rascom. Naguib Sawiris, si vous regardez aujourd'hui, il est dans Forbes. C'est un des hommes les plus riches d'Afrique. Et je suis allé passer mon entretien avec Naguib. J'ai un ami qui est propriétaire d'une compagnie d'assurance qui s'appelle Beneficial Life Insurance à Abidjan. Eddie, avant que je parte, j'ai dit, Eddie, écoute, je vais aller passer un entretien. Je vais en expatriation. À l'époque, j'ai gagné 400 000 à Abidjan. Donc, je vais en expatriation. Je vais demander combien. Il me dit, tu ne demandes pas moins de 10 000 $. Je dis, wouh, c'est beaucoup, hein? Il dit, bon, mon cœur battait. Je suis allé au Caire pour mon rendez-vous. Il y avait le nouveau DG à l'époque, l'autre d'avant, qui était là. Et je suis allé à mon entretien avec Naguib. Je lui ai dit, voilà ce que je veux. Expatriation, plus ça. J'ai demandé 15 000 et il n'a même pas discuté. Ok, no problem. Wow. Il dit, ouh. Moi-même, j'ai failli tomber en syncope. Wow. À l'époque. Et donc, tu penses de ce fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'obtiennent pas le salaire de leur rêve simplement parce qu'ils n'osent pas? Moi, je me dis qu'ils n'osent pas. Mais c'est vrai que j'étais à une autre époque et j'avais des compétences dont ils avaient besoin. Quand même, le monde des télécoms était un peu nouveau. Nouveau à l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de compétences, de qualifications, d'expérience surtout. J'avais l'expérience de start-up. Puisque ma première expérience professionnelle, j'ai commencé avec aussi un homme qui est reconnu, avec Yerim So, qui est quand même reconnu comme un grand homme d'affaires. J'étais une des premières employées de son entreprise de télécom à Abidjan. Et donc, j'étais là en start-up phase. Donc, j'avais cette expérience et cette expertise. Et je délivrais et je travaillais beaucoup. Il n'y a pas de secret. Il y a les compétences, mais aussi être prêt à aller au charbon. Quoi. Oui, je comprends. Donc, c'est tout ça. Et je me rappelle ce que j'ai appris de Yerim. À 7 heures, lui, il était au bureau. Tu vois, c'est quelqu'un à 7 heures, il est au bureau. Donc, si tu veux venir tard. Et c'est quelqu'un qui a de la vision. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de travailler. Et je pense que tout ça, ça m'a influencé aussi positivement dans mon travail, dans ma façon de faire. Je me disais toujours, même si tu ne travailles pas que pour le salaire, tu travailles aussi. Quand tu travailles avec des gens qui ont une vision, qui ont un leadership, ce sont des gens qui te façonnent aussi quelque part. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, de ce
faites? Parce que 15 000 $ par mois à 27, 28 ans, si je ne dis pas de bêtises. 28 ans par là. On peut se demander, mais attends, comment est-ce que si quelqu'un veut avoir la même carrière, par exemple, et gagner 15 000 $ par mois, 10 000 $ par mois que salarié, à quoi ressemblait en fait la Nabou quand elle était jeune, à l'école? Est-ce que c'était la première de classe? Ouais, j'étais toujours parmi les bons élèves. Ok, toujours parmi les bons élèves. Bon, moi, j'aime apprendre. Oui. J'ai jamais eu de difficulté à apprendre. Ok. J'étais vraiment parmi les très bons élèves. Ok. Toujours. Ok. L'élève avec les lunettes. Non, j'ai pas devant la classe. Non, j'étais tu sais, les très bons élèves qui font genre, ils travaillent pas, mais ils travaillent. Okay. Les gens qui font le show avec tout le monde, mais à la fin de l'année, eux, ils réussissent et puis toi, tu rates là. Voilà, moi. Ok, je tu vois, non? Oui, tout à fait. Parce que j'ai quand même beaucoup de facilité d'apprentissage et puis j'aime apprendre et j'aime lire, donc forcément, j'assimile assez vite. Et j'avais pas particulièrement... L'école n'a pas été un challenge pour moi, l'éducation. C'est pas quelque chose que je trouvais que j'aimais particulièrement, parce que je travaillais bien pour vite finir. Je comprends. Tu comprends, non? Oui. Pourquoi tu dis que tu comprends? Ça résonne avec toi? Oui, ça résonne aussi avec moi quelque part, parce que à un niveau, l'école était un peu ennuyante et tout, parce que tu ne fais pas beaucoup d'efforts et tu réussis facilement. Tu vois, non? Il y avait plus de challenge, en fait. Il y a plus de challenge. Voilà. Je comprends parfaitement. Dans ce cas, alors, et à l'université aussi, c'est pareil. Quelles sont les études que tu as faites, par exemple? Alors, je suis rentré directement dans une école de génie informatique. Et donc, j'ai fait de l'informatique pendant 5 ans. Une école d'ingénieur. Ok. Donc, développement. Je me rappelle, on avait à l'époque des cours d'intelligence artificielle, programmation, analyse. Voilà, moi, j'aime bien l'informatique. J'aime ça. Et parce qu'à l'époque, je me dis quand même qu'il y avait très peu de femmes dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Oui, mais bon, j'aimais bien. J'aimais les études. Mais quand je suis arrivé en entreprise, je me voyais pas travailler enfermé dans une salle. Et je me rappelle quand Yeri m'a appelé, il m'a dit, écoute, voilà, c'est une nouvelle entreprise, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, tu peux aller là où tu veux, puisque nous, à l'époque, il n'y avait personne, c'était une nouvelle entreprise. J'ai dit, bon, écoute, et si j'essayais le marketing? Vraiment, c'est comme ça. Je dis, marketing, c'est là. Parce que je me suis dit, informatique, c'est bien, c'est ce que j'ai appris, mais est-ce que j'ai envie d'être enfermé dans une salle en train de programmer? Donc, il y a aussi votre personnalité, ta personnalité, tes compétences techniques, certes, mais je me dis aussi, tout ce qu'on apprend à l'école nous sert. Il ne faut jamais dire, j'ai fait un diplôme, ça ne sert pas. Parce que le diplôme que j'ai fait aujourd'hui me permet d'être analytique. Très analytique, donc j'analyse vite, d'avoir une certaine rationalité dans ma pensée. Exactement. Donc je pense et je raisonne d'un raisonnement et une structuration mentale. Donc je me dis, toute étude qu'on fait, les études ne sont pas faites forcément pour pratiquer ce qu'on a appris, mais pour entraîner le mindset et l'état d'esprit à ce qu'on va faire, quoi que tu fasses dans le travail. Donc si même aujourd'hui, demain, je me dis, je vais faire une crêperie, je peux très bien, je vais le faire avec une certaine rationalité, une certaine structuration, une certaine organisation. Je comprends parfaitement. Et ça, c'est très important que tu en parles, parce que beaucoup de gens disent de plus en plus, l'école n'est pas très importante, l'école n'est pas importante. Et moi, je trouve ça bateau, parce que quelque part, tu vois, je pense que l'école, même si aujourd'hui, le théorème de Pythagore, en vrai, on ne s'en sait pas dans la vie de tous les jours. Mais on le connaît. Mais on le connaît, tu vois. Et le fait d'avoir appris peut-être à faire des maths très tôt, ça nous permet d'avoir une certaine structuration mentale. On sait raisonner, en fait. On a une certaine logique. Et ça nous permet d'aborder la vie active avec beaucoup plus de rationalité, comme tu le dis. Et moi, j'ai donc vu beaucoup de parallèles entre ceux qui étaient bons à l'école. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si toi-même tu as remarqué. Beaucoup de parallèles entre ceux qui étaient bons à l'école et les gens qui réussissent dans le business. Je ne sais pas si tu es du même avis ou... je ne sais pas. J'ai pas vraiment Tu n'as pas vraiment analysé... J'ai pas analysé cette corrélation. Mais bon, mais aussi ouvert d'esprit. Oui, très important. Et c'est vrai que je parle beaucoup de soft skills, mais je pense qu'il n'y a pas de... Les soft skills sont inutiles si tu n'as pas de hard skills. Si tu n'as pas de compétences techniques, les soft skills ne te permettent pas d'évoluer. C'est quoi les soft skills? Les soft skills, ce sont les compétences humaines. Ce sont les compétences qui te permettent d'améliorer ta communication, d'améliorer ton rapport aux autres, d'améliorer ta posture en entreprise, d'avoir plus d'opportunités d'employabilité. Tu deviens plus employable puisque tu communiques mieux, tu sais communiquer, tu sais prendre la parole en public. Il y a la pensée critique, la prise de décision, il y en a énormément. C'est un ensemble de compétences qui s'ajoutent aux compétences techniques que tu as. Donc, ça peut faire de toi quelqu'un d'employable. Quand je rentrais en entreprise, je manquais de soft skills parce que, tu le sais, nos parents nous disent, vous avez le diplôme, c'est bon, tu as réussi la vie parce que tu as le diplôme. Mais quand tu arrives en entreprise, tu te rends compte que tu as besoin de plus qu'un diplôme. Mais il ne faut pas croire que seuls les soft skills suffisent. Et seul le diplôme ne suffit pas. Donc, c'est
mélange. Un mélange des deux. Si tu devais faire... Un équilibre, pas un mélange, un équilibre. Un équilibre. Ah, ok. Si tu devais faire, par exemple, un diagramme, tu dirais quel pourcentage pour les hard skills et quel pourcentage pour les soft skills? Je dirais... Les personnes doivent passer plus de temps à développer les soft skills ou à développer les hard skills? Alors, c'est une question intéressante, mais c'est la personne qui a des hard skills qui doit développer ce qu'il peut des soft skills. Si tu n'as pas de hard skills, Oui. Tu ne sais pas ce que tu vas faire de tes soft skills. Quel est l'objectif de tes soft skills? Okay. Est-ce que tu vas être employé en entreprise parce que tu as déjà le diplôme. Ou l'expérience, parce que ce n'est pas forcément que le diplôme, comme on l'a dit. Même une formation. Aujourd'hui, quand je vois mon CV, j'ai une carrière dans tout ce qui est communication, marketing sur les années. Tu vois, j'ai été responsable marketing, chef de division marketing, directeur marketing commercial, ensuite directeur génétique, etc. Donc, sur la carrière, le diplôme n'est pas en corrélation, en relation avec ma carrière. Oui. Donc, quand quelqu'un vient, c'est l'expérience que j'ai eue aussi qui valide mon expertise. L'expertise est validée par l'expérience. Oui. Tu vois, quand on a un diplôme, c'est bien, mais tant que tu n'as pas pratiqué aussi, c'est compliqué. Ça n'a pas de valeur. Donc, et des fois, tu as des personnes qui rentrent en entreprise sans forcément de diplôme, mais avec l'expertise, ils valident un certain niveau. Et après, ils vont faire un diplôme pour valider ou alors pour enrichir, etc. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Et à ce moment-là, les soft skills, je ne peux pas dire en pourcentage parce que ça dépend du poste, ça dépend des aspirations. Par exemple, dans le système anglo-saxon aux États-Unis, tu peux devenir directeur de banque en ayant fait philosophie. Et faire des études de philosophie ne peut pas t'empêcher d'être directeur de banque aux États-Unis. Parce que ce qu'on va voir, c'est que tu as fait des études, tu as un master's, whatever, et tu as les soft skills qu'il faut pour diriger les gens, mais tu as quand même un diplôme. C'est pas forcément, ils vont pas forcément regarder quel diplôme tu as. Si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à... Parce que l'école apprend à apprendre. Ce que je dis, il y a beaucoup de choses qu'on apprend. On apprend à apprendre. On apprend certains soft skills, à communiquer avec les gens. On apprend à être en relation avec les autres. On apprend à accepter des gens différents. L'école est aussi une source d'apprentissage autre que les cahiers et les livres. On apprend à gérer des professeurs difficiles. Toi-même, tu sais. Non? Oui. Bien sûr. Ah mais non, mais c'est très important ce que tu dis parce que c'est à travers toi que j'ai surtout appris beaucoup plus sur les soft skills, ce en quoi c'était important et tout. Et moi, j'étais toujours calé dans mon coin. Ok, je dois développer mes hard skills. Ok, je dois savoir faire ceci, cela. Et maintenant que je grandis de plus en plus, que je recrute davantage de collaborateurs, je me rends compte que les soft skills, c'est aussi très important. Et maintenant, je lis beaucoup plus dessus. J'essaie de me former. Tu regardes mes vidéos. Je regarde des vidéos. C'est bien. Très, très, très important. Et j'en apprends beaucoup plus. Et je vois que c'est vraiment, en fait, le petit truc qui peut différencier un bon entrepreneur d'un méga, d'un top level entrepreneur, quoi. C'est des hard skills qui en valent la peine, mais aussi des soft skills pour pouvoir vendre sa vision, toujours motiver les gens à aller plus loin et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'organisation, quoi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Quand tu as dit top entrepreneur, mais même en entreprise, au-delà d'être l'entrepreneuriat, vous rentrez en entreprise, tu as des gens qui évoluent plus vite. C'est pas parce qu'ils sont plus techniquement meilleurs, c'est parce qu'ils arrivent à tenir une réunion, ils s'expriment en réunion, ils communiquent avec les gens, ils savent travailler en équipe, ils savent manager, ils savent déléguer. Donc ce sont des compétences qui leur permettent de s'élever par rapport à quelqu'un qui est dans son coin et qui ne communique pas, qui ne collabore pas. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tout ça, ça a un impact. Mais il est déjà dans l'entreprise parce qu'il avait les bonnes compétences techniques, mais après, il faut développer le reste aussi. Tout à fait. Je voulais aussi aborder un autre point, c'est celui du personal branding. Parce que ça, c'est ton... I love that. ton domaine de prédilection et tout. Et selon toi, pourquoi est-ce que tout entrepreneur, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, pourquoi est-ce que tout entrepreneur ou toute personne même devrait avoir un personal branding? En quoi est-ce que c'est important? Alors, quel est l'objectif de l'entrepreneur? Peu importe. Tu vois, Non, je te demande, quel est en général dans la vie? Quand tu es entrepreneur... gagner plus d'argent, quoi. Voilà. C'est ça que j'en voulais entendre. Tu as dit gagner plus d'argent, non? Oui. Si tu es dans un groupe de personnes, tu te caches, tu ne dis pas à tes amis ce que tu fais, tu veux pas, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, comme on disait avant, là. Tu veux pas qu'ils sachent que la boutique qui est là, c'est pour toi, là. Est-ce que tu peux leur vendre quelque chose? Non. Mais si tes amis ou les gens que tu connais, bon, c'est vrai que c'est pas les amis aussi qui... Même si c'est pas les amis, les gens que tu connais savent que tu fais ça. Ça te permet d'avoir des gens qui vont aller acheter, non? Bien sûr. C'est pour ça que le personal branding est important pour les entrepreneurs, Surtout. Parce qu'ils doivent se positionner. Moi, j'ai vu Rihanna faire la publicité de ses produits sur Twitter, sa nouvelle gamme qu'elle a lancée il n'y a pas longtemps. Rihanna fait publicité. C'est vrai que le personal branding, c'est pas... Mais elle fait ça, ça fait partie de son branding. Pas, elle faisait pas de la publicité, elle en parlait. J'ai vu Dangote avec sa bouteille de carburant en train de dire mon pétrole raffiné, c'est ça. Mais moi, je suis qui et pas dit ce que je fais.
Non, je te pose la question. Effectivement. Toi, tu vends des choses que tu importes de Chine, tu souffres pour importer, tu souffres avec la douane, mais quand ça vient, tu dis je ne vais pas faire de vidéos sur TikTok, je ne vais pas poster sur Facebook. Mais finalement, c'est quoi ton objectif? Effectivement. Il faut dire aux gens qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu le fais. C'est important pour un entrepreneur. L'entrepreneur, ils vendent. Pour les autres même, c'est pas toujours important parce que c'est eux qui savent quand est-ce qu'ils ont besoin de développer leur branding. Parce que c'est pas obligatoire. Mais quand on sait que si je veux acheter des perruques, je sais telle personne que je vois souvent, qui en parle souvent, qui parle de comment j'entretiens ma perruque et tout, je vais aller servir cette personne. Mais toi, tu es là, tu mets tes perruques sans stratégie, sans rien. On ne sait pas que c'est vraiment que c'est toi. On ne sait pas si tu vends là-bas. Mais il faut s'exprimer. C'est simple. C'est qui je suis, qu'est-ce que je fais, et pourquoi je le fais, comment je le fais. C'est ça le personnel. Ok. Parce qu'en parlant, tu parlais de publicité tout à l'heure, ça m'a permis de rebondir sur quelque chose en fait. Kanye West par exemple, qui dans le Super Bowl dernier, il était en pleine galère, il n'avait plus d'argent. Il a acheté, je crois, quelques secondes en fait du Super Bowl pour diffuser sa publicité. Et c'est une publicité où il se filmait, il n'avait pas de budget marketing. Donc il a pris son téléphone et il se filmait en mode selfie. Il a vite parlé de son produit. Ça a été diffusé pour le Super Bowl, près de 5 millions de personnes. Et il a réalisé 20 millions juste après avoir publié ça, quoi. C'est de l'investissement. Le personal branding demande un investissement. Bien sûr. En temps, en formation, en volonté, en engagement. Donc, voilà, c'est important. Si vous voulez réellement développer votre business, c'est que tu accompagnes aussi des gens qui ont des boutiques en ligne, des choses comme ça, dans le e-commerce. Tu vas les aider jusqu'à demain, tu vas faire tout ce que tu peux, mais si eux-mêmes, ils ne font pas le last mile, l'effort, ça ne va rien changer. Bien sûr. Tu peux faire 10 000 formations, mais si tu ne fais pas l'action qu'il faut pour la formation, tu ne vas rien accomplir. Il y a des leviers quand même à activer. Tout à fait. Et oui, c'est très important. Mais quand tu parlais tout à l'heure, en fait, je voulais qu'on fasse une nuance par rapport entre la différence entre personal branding et publicité. Absolument. Tu vois? Et donc, selon toi, quelle est la différence? Parce qu'on peut dire, OK, je parle de tout ce que je fais et tout, mais quelle est la différence entre quelqu'un qui a un bon personal branding et quelqu'un qui fait de la publicité? Alors, je vais te dire, le personal branding, les racines du personal branding sont dans l'authenticité. OK. Le personal branding, c'est l'humain, c'est la personne. OK. C'est la personne qui fait le produit, qui parle en tant que promoteur, mais pas en tant que promoteur, en tant qu'humain tout simplement, qui connecte avec sa communauté. Pas pour lui vendre, mais pour lui apporter de la valeur. Okay. Le personal branding, c'est, je sais pas, prends un produit quelconque. Par exemple, toi, Meryl, prends ton exemple, tu es dans l'e-commerce, tu n'as pas commencé pour vendre aux gens, tu as commencé pour apporter de la valeur à ta communauté. Bien sûr. Et c'est ça le branding. Okay. Le branding, c'est j'apporte de la valeur. Okay. Et derrière, si je peux faire du business, tant mieux. Mais si j'ai déjà un produit, comment est-ce que je peux apporter de la valeur autour de mon produit, éduquer, inspirer, informer, de façon authentique et vraie, d'une façon qui me ressemble, à une communauté qui se reconnaît à moi à travers mes valeurs. Donc, il faut que je partage des valeurs ou j'incarne certaines valeurs, etc. Donc, c'est ça la différence. La publicité, c'est j'ai un produit, même s'il est mauvais, je donne à une agence, elle écrit un script pour vendre, même si ça ne marche pas. Quand je dis, Rihanna fait pas vraiment... Rihanna, c'est dans son branding. Elle n'est pas en train de dire acheter mon produit. Elle dit, ouais, je fais un produit, c'est les cheveux, c'est ceci, c'est cela. Donc, c'est ça. Dangote, c'était pendant une interview, elle dit, vous voyez ce que je fais? Voilà, l'huile, la qualité est meilleure. Il n'a pas dit aux gens d'acheter. Il est juste en train d'expliquer son produit. Donc, il éduque, il informe, il inspire. Tu éduques, tu informes, tu inspires. Ah, ça, c'est très bien que tu le dises et tout, parce que beaucoup de gens négligent cet aspect-là du business et tout, et beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux le personal branding. Maintenant, toi, en tant qu'expert en personal branding, si tu devais, par exemple, me coacher, quelles sont les choses que tu aimerais que je change, ou bien qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil, en fait, en personal branding? Moi, je te dirais d'élargir ta cible. Okay. Peut-être d'élargir ta cible. Okay. Tu as de l'audience qui est partout, tu as du besoin qui est partout. Et je pense que tu as un message qui mérite d'être écouté dans beaucoup plus de communautés et beaucoup plus d'espace et de segments de personnes. Et bon, c'est vrai que je vais dire les femmes, et on en a discuté, on a l'intention de commencer quelque chose ensemble. Tout à fait. Pour les femmes qui veulent vraiment développer leur e-commerce, avoir plus de leviers, etc. Mais je pense que tu devrais aller beaucoup plus loin. Okay. Et je sais que tu es occupé avec ton business, mais en termes de cible, tu devrais aller beaucoup. Tu peux aller. Tu as les outils, en fait. Tu as tout ce qu'il faut pour aller plus loin. Tout à fait. Ouais, ça me motive. Ça te parle, non? Ça me parle beaucoup. C'est vrai que mon business me prend du temps. Mais le truc, c'est que je veux surtout que ma notoriété grandisse aussi avec mes accomplissements dans mon business, parce que je veux surtout représenter en fait quelqu'un qui documente son parcours. C'est ça, mais c'est ça le personal branding. Exactement. Je te rebondis. Le personal branding, c'est tu délivres. C'est pas venir dire je fais ça et puis tu fais pas. C'est pas dire je suis ça, je délivre. Que ce que je fais, moi, je poste toutes les formations que je fais, les team building que je fais pour les clients. Je ne dis pas je fais et puis derrière je ne fais rien. Il y en a beaucoup, hein.
Il y en a vraiment. Et on les connaît, les il y en a VI, les fake branding. Parce que le Oui. fake branding, pour moi, c'est quoi? C'est dire je fais ça, je suis ceci, je suis cela. C'est pas Oui. du show-off, c'est du show-up. Ouais. C'est réellement avoir du contenu. C'est documenté. C'est le Documenté. contenu, le personal branding. Tu n'as pas de contenu, c'est difficile. Tu dois t'assurer que tu as du contenu avant de faire du personal branding. Tu vois? Et à ce moment-là, quand tu as du contenu, la communauté, elle se crée facilement. Voilà. Et tu penses quoi de ceux qui ont des personal branding plutôt clivants? Tu vois, on parlait tantôt de Kanye West, par exemple. C'est son branding. Ou d'autres. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu juges? Est-ce que tu penses qu'il y a certaines choses qu'il ferait différemment? Ou bien tu penses que c'est... Moi, je pense que c'est son branding, si ça Ok. marche. Moi, je pense que chacun est Ok. libre de faire ce qu'il... Il connaît ses gens, il sait Ok. que c'est ça qui marche avec lui. Et c'est ça qui l'a porté jusqu'à aujourd'hui, Oui. quelque part. Oui. Et c'est ça qui l'a aidé à se relancer. Donc, le branding, on ne peut pas dire qu'il y a un bon ou un mauvais branding. Il y a ou il n'y a pas de personal branding, de gestion. Parce que le personal branding, tout le monde a une marque personnelle. C'est comment tu gères ta marque personnelle, en fait. Ce qu'on appelle le personal branding, c'est la gestion de la marque. Sinon, tout le monde en a une. Bien sûr. Maintenant, il a décidé qu'il allait gérer une marque comme ça. C'est Oui. son droit. Il connaît sa communauté, il sait ce qu'il veut accomplir avec elle. Et puis, c'est peut-être en accord avec sa personnalité, avec la personne qu'il est. Il faut être cohérent, en fait. Il est cohérent dans son truc. C'est quand il y a des incohérences, peut-être que même les gens seront... Si Kanye commence à devenir bizarre, sérieux, mais costume 3 pièces, il vient, il dit la Wall Street Joe, les gars vont péter un câble. Oui. Peut-être que là, il va perdre de l'audience, tu vois, ou il sera obligé de construire une nouvelle audience. Tout à À ce fait. moment-là, ça veut dire qu'il est en rebranding. Et là, c'est tout un travail qu'il devra faire aussi là-dessus. Parce que, ouais, on entend beaucoup de gens qui font des choses pas très recommandables pour se faire connaître, tu vois. Par exemple, créer un bad buzz, tirer sur telle communauté, ou même Kim Kardashian, par exemple, qui a poussé sa carrière avec une sextape. Tu vois, quel est ton avis, par exemple, sur ce genre de... Bon, de moi, je trouve que pratique? c'est des gens qui sont un peu désespérés, en fait. Pas désespérés, c'est des gens qui veulent être visibles à tout prix. À tout prix, ok. Et ça, c'est de la visibilité. Le personal branding, c'est pas de la célébrité. Ok. Tu vois, il faut que les gens comprennent que le personal branding, c'est être pertinent dans son couloir, avec une communauté spécifique. C'est pas avoir 3 millions d'abonnés, 1 million, 50 000. C'est avoir 1000 abonnés. Dans les 1000 abonnés, c'est des gens loyaux. Tu peux avoir 15-20% de personnes loyales dans ces abonnés-là qui peuvent souscrire à ton service ou à ton besoin, ou qui t'écoutent et que tu inspires et que tu motives. Et qui sont en cohérence avec tes valeurs. Parce que les gens Très viennent vers important. toi parce qu'ils partagent les valeurs que tu prônes et que tu incarnes. Oui. C'est ça, en fait. J'ai des clientes, et je le dis à chacun, ça je vais me répéter, j'ai des clientes qui ont des millions d'abonnés, mais qui n'ont aucun branding, qui font des choses et ne savent même pas pourquoi elles ont 1 million d'abonnés. Parce que peut-être c'est des célébrités, mais qu'est-ce qu'elles en font de ça? C'est des journalistes, c'est des personnalités, etc. Mais qu'est-ce qu'elles en font? Des fois, tu vois un artiste, un musicien, un chanteur qui a envie d'avoir un branding plus orienté, il veut monter une fondation, etc. Ou alors il veut se repositionner sur un créneau plus sérieux, arrêter les buzz, arrêter ça arrive. Donc à ce moment-là, ils ont besoin d'être accompagnés. Parce qu'ils ont commencé avec une image de marque et il faut qu'ils gèrent ça pour faire une transition, pour passer à une image qui soit beaucoup plus professionnelle et plus sérieuse. Tout à fait. Non, mais c'est très important parce que c'est un sujet que beaucoup de gens prennent mal. Par exemple, beaucoup de gens pensent que le personal branding, c'est juste aller faire des photos dans des endroits chics et montrer en fait qu'on a une belle vie. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a en fait. absolument rien à voir. C'est pas du tout ça. C'est montrer ce que l'on fait, qu'on délivre et être en toute authenticité et être en accord avec ses valeurs et partager ses valeurs, etc. On te connaît également pour ton parcours à la fois dans le salariat et dans l'entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé, par exemple, à dire, malgré que tu avais un poste très confortable, que tu allais laisser ça pour maintenant te concentrer sur le fait de lancer toi-même ton propre business? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Alors, c'est un peu... Quand tu restes en entreprise, au bout d'un moment, tu n'as plus de motivation. Tu as besoin de challenge. Et à un moment dans la vie, tu dois faire des choix qui sont douloureux si tu veux évoluer. Je serais aujourd'hui certainement un des directeurs d'une des nombreuses filiales d'un opérateur de téléphonie mobile avec un très bon salaire, peut-être de 20, 25 000, 30 000 dollars, c'est vrai. Mais est-ce que j'aurais le même drive? Est-ce que j'aurais la même liberté? Tu vois, ça m'a permis d'avoir quand même quelqu'un d'assez free dans ma tête. Et je pense que j'avais atteint ma limite aussi dans le secteur. Oui. Et j'avais envie d'explorer d'autres horizons et de me challenger. Je suis quelqu'un qui aime se challenger. Oui. Donc, c'est aussi lié à ma personnalité. Je ne dis pas, j'ai des amis qui ont fait leur carrière, qui ont très bien réussi, qui sont directeurs, machin. Et je me rends compte que tous ces amis-là, aujourd'hui, reviennent à l'entrepreneuriat, où ils t'envoient des trucs, ils se rendent compte, voilà, là, j'avance, ils ont envie de faire une transition. Donc, quelque part, j'ai fait la transition plus tôt qu'eux. Tu vois. Donc, c'était vraiment en lien avec... à un moment, tu as envie de faire des choses, tu as envie d'impacter, tu as envie de changer les... Tu as envie de J'ai toujours envie d'avoir un impact sur le monde. Je ne savais pas tout comment. Quand j'étais enfant,
Petite fille, c'était Oui. ça, j'avais envie de changer le monde. Tu vois les enfants qui ont envie de tout changer, mais Ouais. tu sais pas comment, mais tu dis, j'ai envie de faire quelque chose qui va changer le monde, qui va Hmm. apporter quelque chose dans le monde. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours remarqué et c'est fou. À quel point je vois certaines personnes qui ont occupé des postes de responsabilité, très hautes responsabilités. Par exemple, la dernière fois, j'étais avec le meilleur ami de mon père. Il a eu une très bonne carrière en tant qu'administrateur des impôts et tout. Et c'est à lui que moi, je voulais ressembler en grandissant. Et donc, après mon bac, mon père m'a dit, OK, ce serait bien que tu fasses l'administration des impôts. Et moi, j'avais les étoiles plein les yeux, en fait, parce que je me suis dit, OK, j'allais lui ressembler et tout. Bon, chemin faisant, en fait, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a changé de parcours. Mais la dernière fois, je l'ai vu, je discutais avec lui et je lui ai dit, bien, tonton, quel est le regret que tu as le plus aujourd'hui dans ta carrière? Parce que, quand même, il a matériellement réussi très, très, très tôt. Il me disait que, allez, en 2002-2004, qu'il avait déjà pris sa retraite. Mais selon moi, vu le train de vie qu'il a maintenant, je me suis dit, mais c'est très récent, en fait. Mais depuis sa retraite, en fait, il continue toujours d'avoir un certain train de vie. Et donc, moi, je lui demande, mais quel est le regret que tu as le plus aujourd'hui dans ta carrière, en fait? Et il me dit que le seul regret qu'il a, c'est d'avoir trop donné sa vie à l'administration publique. Waouh, ouais, Oui. voilà. C'est les regrets souvent. Et quand il m'a dit ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais mon père, alors que mon père, lui, le voyait comme, allez, l'exemple à suivre. Et donc, je lui disais, mais est-ce que tu recommanderais ça à un de tes enfants aujourd'hui? Et il dit non. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en Ouais. fait, nos parents ont un autre modèle de réussite. Hmm, Pour nos parents, on devait le confort financier. oui. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient nous assurer un avenir, ils voulaient s'assurer qu'on pouvait avoir des études décentes. Mhm. Et le modèle de réussite, c'était le confort, la zone de confort. Et c'était aussi inspiré de tout ce qui est français, tu vois, Exactement. l'administration française. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que si tu accomplis financièrement, que tu accomplis humainement. Oui, Tu vois, Ouais, donc il y a l'accomplissement humain, il y a peut-être les choses qu'il aurait rêvé de faire. exactement. Il y a plein de choses que même l'argent ne te permet pas de réaliser. Exactement. Malgré tout, parce qu'il a de l'argent, tu Oui, vois, bien c'est sûr. pas un problème. Bien sûr. Mais il y a des choses que l'argent, il y a des choses que tu ne découvres pas. Hmm. Nous, on est toujours, tu le sais, en entrepreneur, nous, on découvre tellement d'émotions, rien que les émotions. Des fois, ça chauffe On sur a toi, tellement tu es d'histoires à là, et raconter. puis après, ça chauffe Ça plus sur chauffe toi, plus. tu es là, après, ça remonte, tu es là. Exactement. Mais malgré ça, on reste toujours zen. Oui. Je dis, des fois, si les gens savaient réellement ce qui se passait dans ma vie, vraiment, ils pensent que tout va bien, mais ils ne savent pas, en fait. Oui. Tu vois, donc, et ça, c'est. Bon, je blague sur les émotions, mais Oui. au-delà de ça, le fait de contribuer à la transformation de quelque chose, de contribuer au développement de quelque chose, à la croissance et à la création de quelque chose, Oui. tout ça, quand même, c'est exaltant. Oui. Et de quelque chose qui te convient, qui te ressemble, qui te plaît. Et ça n'a pas de prix. Tout à fait. Tu vois? Et ça m'a beaucoup surpris. Et à chaque fois que je discute avec des personnes qui ont occupé des postes de haute responsabilité, en fait, quelque part, ils m'envient moi. tu Mais vois. moi, j'ai le vis la même chose. Tu vois. J'ai plein d'amis Exactement. mais qui sont DG de banque, directrice générale dans Exactement. des grosses institutions, qui ont des hauts postes aux Nations Unies. Oh là là. Mais je sais pas, moi, c'est des gens Ils qui ont gagnent envie. beaucoup d'argent, qui n'ont Oui. pas de problème. Mais c'est cette liberté, en fait, qu'on a, qu'ils envient. Cette liberté d'esprit, Oui. on peut dire ce qu'on veut. Oui. Voilà, on n'est pas dans un protocole, on ne doit pas respecter une certaine ligne de conduite. Mhm. Et j'ai mes amis qui m'écrivent, hein, qui sont aux Nations Unies. Ah, comme toi, tu peux parler là. Faut dire ça hein, sur Twitter. Faut tweeter. Et dis-toi, tu dis vraiment, on aime ce que tu dis, mais non, on peut pas. Donc Oui. cette liberté là, Oui, ça n'a pas de prix. La liberté, ça ne s'achète pas. effectivement. Ça n'a pas de Ça n'a prix. pas de- ça n'a pas de C'est prix. pouvoir se dire bon, je viens, je suis à Cotonou, je viens, je suis là avec vous. Oui, Je peux. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui. Il y a une certaine liberté que même si j'avais un super boulot que je faisais, que je n'auras pouvais pas pas. avoir quand Oui. j'étais en entreprise, je pouvais pas avoir cette Ouais, liberté. C'est pas ouais. possible. C'est clair, c'est clair. Et surtout pour mettre le point dessus, que pour dire aux gens, ok, c'est bien en fait d'avoir de très bons salaires, allez, on ne juge personne. Et d'ailleurs, voilà, est-ce que toi tu penses que tout le monde devrait? Parce que c'est un vrai sujet en fait, tu vois. Un vrai. C'est L'entrepreneuriat, ce que tu vas demander. l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Tout le monde dit, il faut entreprendre. D'ailleurs, même sur ce podcast, on en fait l'apologie, tu vois. Mais est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire le switch? Est-ce que- Écoute, si tout le monde est entrepreneur, qui va travailler dans les entreprises? Même dans la tienne. Je pose juste la question, quoi. Oui, oui, non, tout le monde, peut-être tout le monde ne va pas travailler, mais peut-être que la question c'est, est-ce que tout le monde pourrait? Non, tout le monde n'est pas obligé. Et moi, je Mhm. pense qu'on a besoin aussi de profils de personnes qui occupent des postes dans les entreprises. On a besoin de tout le monde. Mhm. Et à l'âge, on dit il faut de tout pour faire un monde. On Bien se sûr. complète tous. Bien sûr, On se complète tous. bien sûr. On est en complémentarité. Chacun
trouve sa satisfaction dans le chemin de carrière qu'il a choisi. Moi, j'aime l'entrepreneuriat, mais je ne dis pas. Mais tout le monde, j'ai une très bonne amie, une sœur même. Oui. Elle a un super boulot aujourd'hui, mais elle a arrêté un boulot. Elle était DAF dans une boîte, super beau poste, pour aller faire l'entrepreneuriat. Non, ça l'a lutté. Elle est repartie, elle est déjà d'une boîte. Elle dit vraiment, votre affaire, là, je ne suis pas dedans. J'ai plusieurs amis comme ça, mais ça ne les empêche pas d'être des femmes épanouies. Elles ont leur argent. Oui. C'est le chemin qu'elles ont choisi. Elles n'arrivent pas, c'est tout. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre comme nous, là. Oui. Où des fois, tu as l'argent, des fois, tu n'as pas l'argent. Pas que tu vois ce que je veux dire. Tu as l'argent chez les clients, tu attends. Parce que nous, on est tellement habitués qu'on n'a même plus d'émotion par rapport à ça. Et on sait que ça ira. C'est ça, en fait. Les gens ne comprennent pas que ça finit toujours par aller, ça finit toujours par venir, mais bon, parce qu'on fait ce qu'il faut pour, il y a le travail derrière, il y a quand même... Donc, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Elle me dit, votre affaire, là, je ne peux pas. Elle est venue me dire ça carrément, elle me dit, je ne peux pas. Exactement. Et moi, mais elle me respecte maintenant, hein, parce que tu sais, quand les gens n'ont pas essayé, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, elle comprend. Oui. Je me dis, non, je comprends, c'est pas facile et tout ça, là, tu vois. C'est vrai, parce que on en parle souvent et beaucoup disent ok, je vais me lancer, être mon propre patron et tout, mais il faut réellement comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Je fais ma 17e année d'entrepreneuriat. Je rentre dans la 18e année d'entrepreneuriat. Waouh. 2007, j'ai commencé. Waouh. Et au début quand même, parce que je me dis, même si aujourd'hui tu kiffes ça, au début ça n'a pas été évident, n'est-ce pas? Au début, c'était caillou. Hein? Quand tu laisses les $15,000 par mois et tu rentres ici dans l'instabilité. Non, au début, j'étais dans une autre entreprise. Je gagnais aussi très bien. Mais c'est même pas l'argent que je pense. C'est juste l'incertitude. Tu sais, l'entrepreneuriat, au début, c'est l'incertitude. Oui. L'incertitude. Est-ce que j'aurai des clients? Est-ce que je pourrais? Exactement. Mais tu restes là, tu vois personne. Et puis, ce que j'ai appris, je l'ai dit souvent, c'est que tu comptes sur ton réseau. Tu dis, je connais des gens, ils vont prendre ils vont acheter mon service. Erreur des gars. Donc, il y a quand même tout ça. C'est pas donné, quoi. Oui, c'est un combat quotidien. Il faut faire tout ce qu'il y a à faire pour que le business marche. Tu t'assois pas en disant, je connais des gens. C'est faux. Ça, je l'ai fait et ça m'a lutté. Et après, je me suis rendu compte que même les personnes que tu connais vont prendre le service chez ton concurrent. Ils ne prennent pas chez toi. Ben oui, bien sûr. Pour quelle raison, à ton avis? Je ne sais rien, je ne veux pas. Ça, c'est leur problème. Ils ont le droit. Hein. Oui, bien sûr, ils ont le droit. Mais ça me dérange selon pas. toi, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'ils pensent que c'est de la jalousie? Non, pas du tout. C'est peut-être parce que, je ne sais pas. Vraiment, j'ai aucun avis dessus. Parce que je me dis juste, c'est comme ça. Et puis, ils ont le droit. Et puis, qu'ils le fassent. Et moi aussi, il y a des gens qui sont les amis d'autres gens qui viendront acheter chez moi. C'est tout. Je ne me prends pas la tête. Il y a toujours, et finalement, maintenant, je le dis. Avant, je ne savais pas. J'étais en stress. Mais aujourd'hui, je me dis, à un moment ou un autre, il y a toujours, tout le monde a un client quelque part. Quoi que tu vendes, si on sait que tu le vends, tu trouveras toujours. La preuve, des fois, tu vois des boutiques où il y a des vilains habits, ils ont leurs clients. Tu vas dans des boutiques, tu te dis... Et puis, c'est là-bas même, il y a beaucoup de gens. Tu te dis, ouais. Donc, chaque marigot a son caïman. Ou chaque caïman a son marigot, pardon. C'est la même chose, les deux. Oui, bien sûr. Tu vois? Oui. Ah non, mais c'est très bien parce que beaucoup de gens... Par exemple, je connais beaucoup de gens qui sont des salariés et tout et qui aimeraient faire le switch. Pour des gens qui ont quand même cette envie-là. Parce qu'il y a certains qui ont l'envie juste parce qu'ils se disent they're missing something out. Yes, I know exactly. They're missing something out. They want to try the thing. Exactement. Ils ont l'impression de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose et tout. Et ces personnes-là, qu'est-ce que tu leur diras? Alors moi, je leur dirais, si vraiment elles veulent se lancer, elles peuvent essayer un side business dans lequel elles ont une maîtrise des process et des entrées et des sorties d'argent. Un side business dans lequel ils s'impliquent de façon partielle. Voilà, c'est vraiment, tu peux commencer un side. Et je pense qu'avec le digital aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités de side business que les gens peuvent faire. Bien sûr. C'est juste une question de temps, d'organisation de temps et d'engagement et d'implication. Tu vois, si tu fais un side business, c'est que tu vas investir du temps dedans. Mais ne fais pas un side business en te disant non, je vais confier ça à quelqu'un. Tu peux confier, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Tu vois, tu peux toujours commencer avec un side business. Et progressivement, si tu vois que ça prend, tu quittes. Parce que aussi, tu ne peux pas laisser un tien pour deux, tu l'auras. Tu es là, quand je vais faire entrepreneur, parce que tout le monde pense qu'il a une bonne idée. Maintenant, quand tu arrives, ton idée est très bonne, mais les gens ne sont pas prêts pour ton idée. Et voilà. C'est clair. C'est clair. Et donc, on te connaît aussi, parce que tu as dit que tu as eu, au début, tu avais eu des magasins, par exemple, à Brazzaville et Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces magasins-là? Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Écoute, Brazzaville, dès que j'ai quitté Brazza pour aller à Kin. Et Kinshasa, j'ai fait un side business dont je me suis pas occupé. J'ai confié ça à ma vendeuse. Ma vendeuse s'est fait de l'argent par mois. Tu vois? Tu as enrichi ta vendeuse, quoi. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on a la possibilité de mettre en place des process. On a la possibilité de mettre en place des systèmes. On a la possibilité de digitaliser. On a la possibilité de même dire aux gens, payez-moi par mobile money à moi. Et puis,
Elle vous livre la marchandise. Donc, il y a énormément de possibilités qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut avoir un modèle innovant si on fait un side business. Ok. Donc, tu penses à l'époque que si c'était plutôt du e-commerce, tu aurais oui, ça aurait facilement géré, en fait. J'aurais géré beaucoup plus facilement. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai affaire à beaucoup de gens qui, lorsqu'ils veulent lancer leur petit commerce, en fait, ils disent tout le temps, OK, j'ai pas de problème, j'ai un gros problème de capital, je n'arrive pas à prendre le local, ceci, cela. Et moi, je leur fais comprendre que c'est clairement une force, en fait. Parce qu'avec le digital, ils n'ont pas vraiment besoin de local en soi. Sûr. Mais ils ont l'impression qu'ils passent à côté de quelque chose. Parce que tout le monde veut avoir son magasin avec son c'est dans la culture, c'est comme le travail. Exactement. Aujourd'hui, tu vois sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu un Français ou bien un Américain sur Facebook mettre sa photo assis dans son bureau ou dans l'avion. C'est toujours les Africains. On est assis au bureau, il y a le nom de ta société à côté de toi. Et puis, ou bien les gens sont en business, ils se font selfie. Oui. Tu as déjà vu ça chez les Blancs? Peu quand même. Et moi, je n'ai pas vu. Ah, ok. Donc, c'est pour dire qu'on a cette culture, c'est pour rappeler la culture de certains symboles qui sont des symboles de statut. Status. Yes. C'est si tu es dans un bureau, c'est que tu es quelqu'un d'assis. Il y a la perception, c'est l'inconscient collectif. Que ça renvoie. Oui. Si tu es dans une boutique, c'est que tu as réussi, tu as ouvert un magasin, donc tu as réussi, tu vas avoir de l'argent. Alors que si tu as ouvert un magasin, c'est des charges. C'est comme les gens qui font des grands bureaux et puis il n'y a pas de business. Oui. Qui investissent tout dans le bureau. Moi, je dis souvent, n'investissez pas d'abord dans le bureau. Investissez dans la marchandise. Vous n'avez pas besoin de bureau. Cherchez des clients. Les clients vont financer tout le reste, en fait. Exactement. Mais ça ne sert à rien. Pas de pression. Exactement. Ça ne sert à rien de prendre tout son capital, tout son fonds de départ. Pour mettre Après, tu peux ouvrir le magasin quand l'argent rentre progressivement. La preuve, je me rappelle pas la dernière fois. Une des fois où je suis allé à New York il y a quelques années, j'étais à Columbus Circle et puis je vois dans le mall là, je vois une boutique Amazon. Je dis Amazon a boutique. Et pareil à Washington. Je suis allé d'ailleurs acheter mon Kindle là-bas. Okay. Ils ont des boutiques Amazon, mais Amazon, c'est après qu'ils ont eu les boutiques. Ou pour les livres. Amazon Books, ils ont les boutiques. Pour l'électronique, les livres et tout. Donc même Amazon a des boutiques, mais Amazon, Joe, c'est pas toi. C'est pas toi. Je parle aux gens qui m'écoutent. Tu n'es pas encore là-bas. Donc les boutiques viennent avec une stratégie. Quelle est la stratégie? Pourquoi tu ouvres une boutique? Souvent, les gens ouvrent des boutiques sans stratégie. Oui, et sans demande aussi. C'est ce qui fait que non, mais c'est pour faire les photos devant la boutique. Exactement. C'est ça que je t'ai dit là. Le statut, tu as la boutique. Ah, tu as vu la boutique de un tel, Nabou a ouvert la boutique. Oui. C'est pas stratégique. C'est pas stratégique. Parce que c'est ça. Beaucoup de gens se lancent réellement dans ça à l'aveuglette. Au lieu de penser le projet autrement, tu vois. Je veux vendre quel produit? Quel est le produit que je veux vendre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Ok, je peux trouver déjà mes clients. Même sans avoir une boutique en vrai, je peux arriver à trouver des clients. En fait. Bien sûr, tu trouves. Tu trouves des clients. Il y a toujours des clients pour des choses. Il y a toujours des clients, en fait. Et la demande est vaste. Voilà. Mais les gens ont cette paresse-là ou ont cette honte, tu vois, de commencer sans boutique, qu'ils se disent que la boutique est la solution à tous leurs problèmes. Mais même si dans une boutique très bien placée, mais que tu mets des produits dont personne ne veut, il n'y aura pas de problème. Donc... Mais ça, c'est le mindset d'il y a 30 ans. Exactement. En fait, c'est ça. C'est que si tu ne changes pas ton mindset, si ton mindset ne change pas avec ton époque, tu restes dans le mindset d'il y a 30 ans avec les réalités d'aujourd'hui. Tu te rappelles, à l'époque, les tantiques ouvraient les boutiques, c'était bien, les boutiques, même il y a 15 ans, même il y a 10 ans. Oui. Moi, mes dernières boutiques, c'est peut-être il y a 10 ans, je ne sais pas. Il y a 10 ans, ou je ne sais pas quand. Mais il y a 10 ans encore, ça passait. Mais aujourd'hui, tu peux faire le business complètement différemment. Bien sûr. Tu vois. Parce que les habitudes ont changé. Exactement. Les gens n'ont plus trop envie d'aller en boutique. Ouais, moi, j'achète tout en ligne, même au supermarché. On a une application à Abidjan, je commande et... directement. On me livre à la maison. Et Ça, c'est les mêmes prix qu'au marché. Mais ça, c'est parfait. En fait. C'est exactement les mêmes prix. Pourquoi est-ce que je vais me mettre sous le soleil, souffrir quand on peut m'amener ça chez moi? Voilà, donc toi, tu fais même tes courses moi, je fais tout quotidiennes en ligne. Mais je partageais avec vous tout à l'heure que même mon livre, un de mon dernier livre, je l'ai mis sur une plateforme digitale. Tout à fait. Ça passe. Ça passe. Tranquille. Voilà. Et tu vois, tu as dit quelque chose de très important parce que tu fais tes courses en ligne et il y a quand même des gens qui pensent toujours que les Africains n'achètent pas en ligne. Tu vois? Les Africains font tout. Les gens disent que les Africains ne lisent pas. Les gens achètent des livres et ils lisent. Les gens disent que les Africains... Il y a trop de biais. Ce sont des biais cognitifs qu'on a. La perception que nous-mêmes, on a de nous-mêmes. Par rapport à des images que des gens qu'on voit donnent. Mais ce n'est pas tous les Africains. Exactement. Tout à fait. Donc du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais par rapport au e-commerce? Parce que je parle
parle beaucoup d'e-commerce sur ma chaîne et tout. Si tu avais eu cette opportunité d'e-commerce à l'époque, comment penses-tu que tu aurais orienté ta stratégie? Alors, j'ai eu une opportunité, je vais te raconter mon aventure e-commerce. Ok. Moi, c'est toujours avec des écrits, de l'intellect. Je vends toujours des Bien livres, sûr, des oui. trucs. Bon, il y a mes boutiques, mais j'avais un magazine il y a une dizaine d'années. Il y avait à l'époque un truc, une plateforme où tu pouvais mettre des trucs digitaux. J'avais mis là et les gens, mes clients étaient plutôt au Nigeria, ils payaient sur mon compte au Nigeria et je leur livrais, on leur envoyait le lien pour télécharger le digital. Et j'avais vendu beaucoup comme ça. Oui. Jusqu'à ce que j'ai imprimé une partie, je suis allé au Nigeria les vendre. Je me rappelle, je suis passé par Cotonou pour aller à une foire, aller à Abuja. Oui. Donc j'ai eu mon expérience. Oui, Donc j'ai oui. quand même essayé. Et aujourd'hui, je vends mes formations digitales. Digital. C'est du e-commerce. Bien sûr. J'ai des formations qui sont digitalisées complètement, qui sont vendues en ligne. Oui. Ça change complètement la vie. Bien sûr. Mais le e-commerce demande de l'encadrement, de la formation, de la compétence. Ok. Et puis de l'expertise aussi. Tu Oui. te lances pas à la beublec, tu travailles. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes. Quelle plateforme de paiement je choisis? Quels sont les process que je dois mettre en place? Quelle est la logistique qu'il y a derrière? Donc le e-commerce demande une réflexion. Oui. Alors j'ai ma nièce qui fait des boubous magnifiques à Dakar. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle, je commande. Je sais elle a sa page Instagram. Oui. Je lui dis, je veux ça. Elle me dit, OK, je t'envoie ça. Je fais un transfert d'argent. mobile. Et à ce moment-là, elle a un groupe de GP qui te livre dans toute la sous-région. Et 2-3 jours après, je l'ai à Abidjan. On appelle quelqu'un chez moi et on me livre. Ok. Donc elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Wow. Donc justement parce qu'elle a maîtrisé la chaîne du paiement, la chaîne de la livraison. Donc elle a son circuit. Ok. Et c'est ça les vrais challenges en fait. Aujourd'hui, on a besoin de facilitateurs africains. Exactement. Qui vont nous permettre de nous lancer. Donc à l'époque, si j'avais eu des facilitateurs, parce que j'avais des boutiques, donc j'importais les trucs d'Afrique du Sud, je connais. C'était fatigant. Ça devait passer par Lumumbashi ensuite. Ça venait par avion Oh non, c'est pas possible. J'ai vécu des choses le commerce, c'est dur. Bien sûr. J'allais à Paris prendre mes tenues, je revenais avec dans les valises. Voilà, j'importais aussi. J'ai importé d'Inde, j'ai importé d'Afrique du Sud, j'ai importé d'Indonésie, j'ai importé de plein de pays, des choses dans les différents magasins que j'ai eus. Et j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont fatigué. C'est pour ça que je dis, cette affaire-là, il faut que ce soit très simple pour que je le fasse. Tout à fait. Non, mais le e-commerce, c'est réellement quelque chose qui est en train de se développer de plus en plus. Et c'est dommage parce que je pense que toute entreprise doit se digitaliser aujourd'hui. Mais très peu de gens, beaucoup ne le voient toujours pas comme ça. Et ils sont toujours dans l'ancien système. Moi, je suis coach formatrice. Maintenant, j'ai digitalisé les formations. Et je suis aussi sur une plateforme de streaming. Oui. Je suis sur YouTube. C'est une façon de digitaliser aussi. Mais la plateforme de streaming, pour le moment, c'est gratuit parce que c'est les podcasts. Mais on a enregistré des modules qui seront payants comme de la musique sur Africa Play. Wow. Donc, qui seront payants, qui seront streamés. Donc, c'est comment être... Je suis toujours en train de réfléchir comment être en avance. Et l'avance, c'est le digital. C'est le e-commerce, que ce soit de la propriété intellectuelle. Quand j'ai contacté Ulrich Sossou, je lui ai dit, écoute, je voudrais mettre mon prochain livre. C'est vrai que j'ai des éditeurs et tout. J'avais contacté une éditrice. L'autre jour, elle m'a dit, mais tu m'as doublé. J'ai dit, je vais publier en papier avec toi, mais il fallait que ça... Parce que vous me compliquez la vie. Oui, bien sûr. Et avant d'avoir l'argent des éditeurs, tu vends des livres, tu vois pas vite ton argent. Là, moi, j'ai déjà été payé pour mon premier mois de vente. Oui. Tu n'as pas ça dans l'édition classique. Super. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça me permet de créer des revenue streams différents, income, et ça me permet d'être plus accessible aux gens. Donc voilà, ça change complètement la dynamique. Et je suis en train de comprendre un peu petit à petit l'écosystème et c'est ce que je recommande aux gens. Le e-commerce, ce n'est pas seulement aussi de vendre de la marchandise, c'est aussi vendre de la propriété intellectuelle. Oui, bien sûr. Donc il y a le e-commerce des produits physiques, il y a aussi le e-commerce des produits digitaux, quoi. Exactement. Ok. Ah, mais c'est très bien que tu en parles. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez toi dès le premier jour où on s'est rencontrés. Tu débordes d'énergie, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai vu et je me suis dit, mais comment elle fait en fait, tu vois? Comment tu fais? Parce que le jour où on tournait le podcast avec Benny chez moi et tout le monde te... En fait, tu vas dans une pièce sans qu'on ne te remarque en fait. Et tout le monde... Et il y avait une certaine ambiance dans la pièce, like enlightening the room. Et je me demandais, mais comment tu fais en fait? Et... Je sais pas, je suis juste moi-même. Tu es juste toi-même en fait. Ouais, c'est l'authenticité. Je suis juste moi-même et puis je suis juste moi-même, quoi. Oui. Je pense, j'ai pas forcément de secret sauce ou de recette. Ok, tu n'as pas forcément d'astuces. Tu as toujours été comme ça Non. Non. Je pense pas que j'ai toujours été comme ça parce que j'étais une enfant timide. Pas timide, mais j'aimais pas trop les gens. Ah bon? Comme quoi, l'homme n'est rien.
Je n'aimais pas trop les gens. J'étais toujours enfermée avec mes livres. Il fallait me pousser, me forcer à sortir. Ok. Si j'ai 15 jours de vacances, je reste 15 jours enfermé en train de lire des livres. Je peux lire 10 ou 12 livres en 15 jours, c'est pas 14. Donc, ça m'intéressait pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout le dehors. Mais pas du tout. C'était pas du tout mon truc. Wow. Je me rattrape, quoi. Et à partir de quel moment, en fait, tu es devenu comme ça? Je sais pas, peut-être quand je suis allé à l'étranger, j'ai commencé à... Voilà, je sais pas. J'essaie de voir la transition. Mais c'est pour dire que j'avais pas forcément envie de socialize avec les gens quand j'étais plus jeune et tout. petite, non, pas particulièrement. Puis j'ai toujours vécu dans un milieu où j'étais la seule enfant parmi des adultes, etc. pendant longtemps. Donc, il y a tout ça aussi qui joue. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui, on t'invite pour former des équipes, team building, ceci, cela. Oui, mais ça, c'est parce que c'est quand même un long parcours. J'ai géré des équipes. Bon, oui, effectivement. On m'invite parce que je sais gérer des équipes. Et puis, bon, voilà, comme je dis, c'est quand j'étais enfant, parce que peut-être c'était lié au décès de mon père, je sais pas. Là, il y a quand même des douleurs qui restent, il y a des choses qui sont là, quoi. Quand tu es enfant, il faut le process. Il faut le process émotionnellement. Ça prend du temps. Donc, peut-être il m'a fallu ce temps-là pour pouvoir ensuite me réadapter à la société et tout ça. Et n'oublie pas, comme je t'ai dit, j'étais entre l'hôpital et j'étais une enfant malade aussi. Donc, il y a tout ça aussi qui a joué quand même. Voilà, donc... Je me suis toujours demandé, mais d'où ça venait? Est-ce que tu aurais des peut-être que ça vient de là, parce que je me suis beaucoup... Je sais pas, ça vient de mon vécu. Je me dis, je prends la vie comme elle vient, quoi. Parce que je sais que la vie, c'est un cadeau. Et chaque jour, je suis en gratitude de la vie. Donc, quand tu c'est la gratitude, mon astuce, je pense. Chaque matin, je me réveille, je suis en gratitude. Être vivant, c'est un cadeau. Qu'on prend comme quelque chose, on pense que c'est normal. On se plaint. Moi, quand quelqu'un te... Ben, ça va pas, je dis, tu es mort. Donc, je dis, c'est une bénédiction même de se plaindre, parce qu'il n'y a que les vivants qui peuvent se plaindre. Exactement. Et ça, on a vraiment tendance à l'oublier, tu vois. Et même moi, je pense que ça m'arrive très souvent, parce que, tu vois, tu es tranquille dans ton coin, mais il y a des chiffres que tu n'arrives pas encore à réaliser, tu te poses des questions. Un jour, tu les réaliseras. C'est pas évident quand on a la tête dans le guidon. Et un jour, la dernière fois, je sortais et tout, et... Ma voiture toute neuve, je passais quelque part, il y a un camion qui l'a raflé. Le gourmand de ça. Ça m'est arrivé quand j'avais 25 ans aussi. J'étais mécontent, ça m'a mis de mauvaise humeur, j'étais dans tous les états. Je ne me suis même pas approché il me présentait, il était encore dans une ambiance belliqueuse et tout, mais bon, je n'ai pas voulu... Tu voulais pas rentrer dans son système. Je me suis juste... Tu as bien fait. Je suis allé voir mon mécanicien, et juste en partant, je vois quelqu'un qui décède dans un accident de circulation. Le même jour, là, au même moment. Le même jour, je quitte. Tu n'as pas rendu grâce à Dieu. C'est ça qui m'a fait relativiser, en fait, tu vois. Aïe. Et je me dis... Seigneur, devant toi. Devant moi, c'est... Tu sais que c'est un message que Dieu t'a envoyé, hein, de gratitude. C'est un message spirituel, divin, sans avoir l'air ésotérique, mais c'est une réalité. C'est Dieu qui t'envoie un message. On érave ta voiture, tu vois un accident devant toi, quelqu'un meurt. C'est pour te dire, ok, rends grâce. Exactement, tout est grâce. Rends grâce, tout est grâce. Ce qui t'arrive, il y a peut-être le pire qui arrive aux autres. Pas peut-être, il y a pire qui arrive aux autres. En fait. C'est parce que ta jolie voiture a été éraflée, tu es déprimé. Oui, ça, c'est un problème dans la vie de quelqu'un. C'est un problème de riche. C'est un problème de riche. Et puis, les seules personnes qui n'ont pas de problème sont au cimetière. Effectivement. Moi, je me dis, tant que tu n'es pas 6 pieds sous terre, que tu as le souffle de vie, travaille pour être en bonne santé et le reste. C'est le plus important. Et peut-être que c'est le temps, l'âge aussi qui me fait dire ça. Peut-être que... Mais les chiffres, c'est bien. Mais le plus important, c'est que tu sois en bonne santé, fort, bien pour ta famille, pour ta fille, ta femme. Exactement. C'est ça qui est important. Tout à fait. Et le reste va se faire. Tu lâches prise et les choses vont arriver. Effectivement. Parce que tu travailles pour, tu mets les jalons pour. Donc forcément, les choses vont arriver. Exactement. Ça arrive forcément. Peut-être si tu dors, si tu décides que non, je ne vais plus faire là, peut-être vraiment ça ne va pas arriver. Même si tu vas voir le plus grand marabout du monde, il peut te faire pour toi. Clairement. Mais à partir du moment où tu sais que you're on track, il y aura des challenges, mais à un moment, les choses vont arriver. Mais il faut faire ce qu'il faut pour que ça arrive. Voilà, donc moi, je ne sais pas, les gens me disent, mais comment vous faites? Je travaille, il n'y a pas de secret. Effectivement. Je travaille, je délivre, et il faut délivrer. Oui, et c'est très important parce que, et pendant un temps même, je m'étais mis à le faire, tu vois, cet exercice de gratitude, parce que développement personnel et tout, on bourre le crâne de ces genres de choses-là, et j'avais jamais pris réellement le temps de le faire. Bon, développement personnel. Les amis, un peu partout, on parle que de ça, quoi. Les livres, même les gourous de développement personnel, en fait, on me dit tout le temps ça, il faut faire preuve de gratitude. Donc un jour, comme ça, un matin, je me suis levé, j'ai commencé à écrire, tu vois, tout ce que tu es grateful for.
ok, j'ai une belle fille, j'ai une belle femme Vraiment. que j'aime, j'ai une Que j'ai famille. rencontré. Que tu as La rencontré dernière d'ailleurs, fois. la dernière fois. J'ai une famille, j'ai une bonne situation quand même, je vais pas me plaindre. Mes 2 parents sont en vie. Tes 2 pieds sont marches, Et tes yeux voient, tes 2 mains vont bien. Et c'est un exercice, certes, qui est bizarre a priori, mais quand tu le fais, tu te sens Non, ça fait nettement du bien. mieux, quoi. Ça fait du bien. L'exercice de fait gratitude, du c'est bien. le last. Exactement. Ça ment pas. Oui. Après, quand je laisse tomber aussi, je vois que mon état mental aussi commence à... C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le faire tous les jours. Oui, effectivement. Ah, c'est très important. Chez nous, les musulmans, on a un terme qu'on dit en toutes circonstances, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça veut dire je rends grâce à Allah. Je rends grâce à Dieu, Alhamdulillah, toujours. Même si j'ai des problèmes, je rends grâce à Allah. Alhamdulillah, en tout moment, pour tout. Parce que finalement, même les épreuves nous forment. Tu vois, tu m'as raconté aujourd'hui une histoire que tu regardais des vidéos, tu as été viré parce que tu regardais des vidéos à l'époque. À l'époque, oui. Et si tu n'avais pas été viré, tu serais peut-être encore là-bas. Bien sûr. Tu ne serais pas en face de moi aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, moi, quand je reviens sur mon passé et les épreuves difficiles de ma vie, certaines épreuves en tout cas, je me rends compte que ces épreuves, c'était des bénédictions. Mais bon, j'ai beaucoup plus d'années que toi, c'est vrai. J'ai plus de recul et je me rends compte que finalement, Dieu m'envoyait un message, c'était de la bénédiction. J'ai pleuré, j'ai eu mal, mais finalement, merci pour ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et moi, tu vois, par rapport à ça, justement, j'ai un adage, en fait. Je dis toujours aux gens que la nature des situations dépend de la réaction qu'on a vis-à-vis de cette situation. Et je pense qu'il y a les situations neutres, du moins. Il n'y a pas de bonnes situations, il n'y a pas de coups durs, il n'y a pas de... Mais que la nature des situations dépend de la réaction qu'on a. Je peux avoir une promotion aujourd'hui au boulot, je suis très content, j'invite mes potes, on va boire un coup quelque part, au retour on est bourré, on ne le souhaite pas, mais bam, accident de voiture, tu vois. Et tu vois, ça peut arriver. Un bon événement qui a conduit en fait à un événement malheureux. Tout comme tu peux aussi être licencié, ça peut être le début de quelque chose de grand, tu vois, en parallèle de ça. Donc, je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est notre réaction qui définit réellement, tu vois, la nature de ce qui nous est arrivé. Un coup dur, en apparence, peut se transformer en une bénédiction parce que ça va te faire voir des choses d'un autre œil et tout ça. Et tout comme quelque chose de confortable qui t'arrive, un événement heureux, entre guillemets, peut te faire sombrer ta vie aussi d'un moment à l'autre. Donc, moi, c'est mon mojo, en fait. Non, c'est la vérité. Chez nous, on dit, ma mère dit toujours que ce que tu souhaites, que Dieu fasse que ce soit ta bénédiction. Que tu souhaites avoir 3 maisons, tu souhaites avoir beaucoup d'argent, mais que Dieu fasse que tu sois béni, que ça soit ta bénédiction et que tu puisses en jouir. C'est beau de vouloir des choses, mais c'est encore mieux d'être vivant pour en jouir. Effectivement. Finalement. Effectivement. Parce qu'il y a des gens qui veulent absolument construire, ils construisent, et quand c'est fini, ils meurent. Finalement, ils n'ont même pas vivre dedans. Donc, you know. C'est vraiment profond ce que tu dis. Hein. C'est important, donc voilà. Voilà, tu parlais tout le temps, et tu parlais tout à l'heure du moins de ma fille. Et donc, quel est le rôle que le fait d'avoir des enfants, parce que tu es Yabedji, donc mère de... maman des jumeaux, maman m'a pas ça. Et tout ça. Quel est le rôle que tes enfants ont joué dans ta vie? Quand tu les as eus, est-ce qu'il y a eu un vrai avant-après? Ah oui. Ok. Tu peux pas avoir des enfants et puis avoir des enfants, ça change la vie de quelqu'un. Déjà, bon, moi j'aime avoir des enfants. Je pense que quand on me demande c'est quoi le plus beau jour de ta vie, c'est le jour de mon accouchement. Wow. Parce que pour moi, ça a été, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Oui. D'abord, j'ai eu un accouchement pas trop difficile avec la péridurale, merci. Mais bon, même c'était agréable et se rendre compte que voilà, il y a des personnes qui sont là et on est responsable de ces personnes. Exactement. Et ces personnes nous regardent. Donc notre façon de faire, tout ce qu'on fait finalement, nos enfants sont là et nous regardent. Ils nous regardent. Voilà, et on ne peut plus être dans la légèreté où on est plus responsable forcément, sauf pour il y a des irresponsables, hein, bien sûr. Exactement. Mais on se sent beaucoup plus responsable. Et aujourd'hui, bon, mes enfants sont grands, alhamdoulilah, Dieu merci maintenant. Il y a des responsabilités toujours, mais tu te dis, quand on te dit que tes enfants, tu as des responsabilités de bien les éduquer, de leur assurer, en tout cas, qu'ils mangent. Qu'ils dorment quelque part et qu'ils puissent étudier. C'est ça que tu leur dois. Le reste, et qu'ils aient de quoi porter. Voilà. Et donc ça change la vie d'une personne. Tu passes d'un moment où tu es célibataire, tu peux dépenser comme tu veux, et un autre moment où j'ai des charges. Je dois m'occuper d'autres personnes, j'ai des écoles à payer, j'ai des personnes à payer pour les enfants. Voilà, il y a ce qu'on appelle la rentrée scolaire. On rappelait avant, quand on était petit, on ne comprenait pas pourquoi les parents avaient mal à la tête à la rentrée scolaire. Vous vous rappelez
l'histoire de la rentrée scolaire. Oui, bien sûr. On ne comprenait pas les crédits rentrée scolaire. Après, tu comprends tout ça là quand tu as des enfants. Ta vie change. Hein. Donc forcément, mais ma vie change en bien. Moi, franchement, je trouve que pour moi, c'est une bonne chose d'avoir des enfants. Enfin, je suis contente d'avoir des enfants. Et ça me fait du bien. J'aime mes enfants. Ce sont mes amis. Je m'entends bien avec eux. Et je pense que je leur avoir donné une bonne éducation. En tout cas, les retours que j'ai sont assez positifs. Et je prie pour qu'ils vivent longtemps, qu'ils aient une bonne santé, pour que tous nos enfants que nous avons, et à venir de ceux qui n'en ont pas encore, vivent longtemps. Et qui puissent être des personnes épanouies et qui réussissent leur vie. Réussissent leur vie selon leurs termes de la réussite de la vie. Est-ce que ça a eu un impact, parce que ça j'en parle souvent, je demande souvent aux gens et la vie est souvent le même, mais est-ce que ça a eu un impact positif sur tes finances? C'est-à-dire, est-ce que à partir du moment où tu as eu tes enfants, ça a changé ta tu voulais forcément beaucoup plus? Je voulais que mes enfants soient en sécurité financière. Okay. Et qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent avoir. Okay. Et voilà, donc forcément, tu vas plus chez Chanel quand tu as moins de 30 ans et tu dépenses, mais là, quand tu as des enfants, tu dépenses plus de la même façon. Et ça continue parce que ils vont à l'université, tu veux qu'ils se fassent de très bonnes études, ça coûte beaucoup d'argent. Donc ta vision, c'est pas pareil. Et puis avec le temps, il y a beaucoup de choses qui t'intéressent plus parce que tu les as déjà eues. Donc il faut que chacun fasse son chemin. Exactement. Tu vois, expérimente certaines choses. Et je dis souvent aux personnes plus âgées ou aux gens de mon âge, 25 ans, plus. Je te dis qu'il faut laisser aussi les jeunes faire leur chemin. On ne peut pas les empêcher de se faire plaisir. Ils ont envie de découvrir, d'avoir. Tu as de l'argent quand tu es jeune, tu te fais plaisir. C'est normal. Ça fait partie du chemin. Mais à un moment, toi-même, tu vas réajuster des choses. Et puis, c'est à ce moment-là, quand tu n'as pas de responsabilité énorme, que tu peux profiter, tu vois, de te faire plaisir, parce que tu travailles aussi pour te faire plaisir. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, moi, je dis, il faut arrêter de dire, personne ne gaspille. Tu travailles, tu achètes ce que tu veux. C'est pas du gaspillage, tu te fais plaisir. Pour moi, c'est ça. Parce que tu as travaillé pour ça, tu le mérites ça. Bien sûr. Tu vois ce que parce que tu sais comment on est en Afrique. Il gaspille. Lui-même son argent qu'il a travaillé. Oui. Où est ton problème? Quel est le bon ratio pour toi? Parce que c'est vrai que il faut quand même se faire plaisir. Et je suis particulièrement partisan de cette manière de penser là. Quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, mais que tu ne te fais pas plaisir, à un niveau, ça commence même à impacter tes revenus et ils sont en baisse. Moi, par exemple, je me rappelle, à une époque, je peux payer mon loyer annuel en une journée de travail, tu vois. Bien sûr. Je vivais dans un appartement de 35 000 francs CFA et à un niveau, je gagnais tellement d'argent que je peux payer mon loyer annuel en un jour de travail, Bien tu vois. sûr. Mes charges n'étaient pas aussi élevées et tout. Et donc, sans le vouloir... Tu te privais trop. Non, je me privais trop, mais aussi, sans le vouloir, je ne travaillais pas pour avoir beaucoup plus. Oui, bien sûr. Parce que je n'avais pas besoin de grand-chose. Bien sûr. Donc, mon niveau de satisfaction était rapidement atteint, en fait. Et puis, les besoins ne sont pas forcément des besoins de choses. Tu peux avoir besoin de voyage, c'est vrai. Il y a énormément de besoins. Les besoins, c'est pas forcément... Chacun a son truc. Oui, les hommes, c'est plus des voitures. Moi, je suis pas du tout voiture, mais j'ai d'autres besoins. J'ai besoin de découvrir, de voyager, de bien-être, de choses comme ça qui coûtent aussi beaucoup d'argent. Qui coûtent aussi. Mais comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis, il faut être confortable pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Oui, effectivement. Mais il faut aussi avoir une sécurité pour se dire... et puis, il faut investir. Il faut investir. Moi, j'ai investi à la bourse. Je suis contente, j'ai investi dans Orange Côte d'Ivoire. L'action a augmenté de 40%. Waouh! J'ai acheté à 9 500. Maintenant, c'est à 14 000. Waouh! Il faut que j'appelle ma banque, d'ailleurs. J'espère que j'aurai des dividendes cette année. Mais comment on investit dans Orange Côte d'Ivoire, par exemple? C'est accessible ou bien c'est... Non, c'est accessible. Tu contactes une SGI et tu investis via la SGI, mais là, tu vas acheter à 14 000, quoi. Ok. Ah ouais. J'ai acheté dès que c'est sorti. Dès que j'ai vu que... Là, il y a la Loterie nationale du Bénin qui est sur le marché boursier. D'ailleurs, je voulais en acheter. Ah, ok. La Lonabé. Avant, je ne suivais pas, mais depuis quelques années, je suis. Par exemple, j'avais investi aussi dans un FCP. Mes 5 millions sont devenus 8 millions. J'ai toujours pas touché. Hein. Parce qu'en fait, quand j'investis dans ces trucs-là, j'oublie. Oui, il faut apprendre à oublier, en fait. C'est la meilleure stratégie, d'ailleurs. Voilà, parce qu'en fait, il faut aussi diversifier ses investissements. Oui. Je sais qu'en Afrique, on dit immobilier, mais l'immobilier n'est pas le meilleur investissement et le seul investissement qu'il faut faire. Il faut diversifier ses investissements et puis voir comment... Et là, j'ai des idées. Je me dis, voilà, il faut préparer... il faut aussi penser à investir dans passer du temps en famille, passer de bons moments et créer des bons souvenirs pour les enfants, c'est important.
Ça, je te dis ça, tiens, tu vois. Partir en vacances avec les enfants, Oui. créer des souvenirs. Oui. Tu vois, moi, je sais pas si je suis déjà partie en vacances avec ma mère, je pense pas. Mais pour mes enfants, on a beaucoup de souvenirs ensemble. On Oui. est partis à Dubaï 2 fois, on est partis à Paris ensemble, ils sont partis en Afrique du Sud, ils sont partis dans plein de pays. Parce que je me dis, ça aussi, c'est des choses qui restent. Ça fait partie de l'éducation des enfants. Bien sûr. Et ça développe leur ouverture d'esprit. Et c'est maintenant que ça commence à l'enfance. Wow. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Parce Oui, que... tu as pensé à ça. Bon, elle est encore petite, mais c'est... Oui. Et puis, elle sera peut-être pas seule aussi. Oui. Il y a quelque chose que j'ai aussi remarqué chez toi, c'est l'abondance mindset. C'est, en te côtoyant, on voit réellement que tu baignes, tu vois, dans l'abondance. Et tu vois, pour des Africains, surtout, la plupart, beaucoup de gens n'ont pas ce mindset-là, simplement parce qu'ils n'ont pas baigné dans certains environnements qui encourageaient ça, tu vois, qui le favorisaient. Et donc, on a toujours été habitués à nous dire, fais attention, ne montre pas que tu gagnes bien. On a grandi dans ça. Tout vivre heureux, vivons cachés. Vivre heureux, vivons cachés. Si tu partages trop, les gens vont te détruire. Tu fais ci, tu fais ça. Mais toi, j'ai remarqué que tu n'es du tout pas dans ça. Bon, j'ai pas été élevée comme... Ma mère est extrêmement généreuse, peut-être trop. Okay. Donc déjà, j'ai vécu dans une ambiance de générosité et de partage. Okay. Et mon père, que je n'ai pas beaucoup connu, je sais, comme tu disais tout à l'heure, je rencontre des gens. Votre père était mon prof de maths. Quand j'ai passé mon bac, il m'envoyait tous les mois, à l'époque, 50 000 francs. Wow. Et puis, tu vois, et tout ça, ça te revient quelque part. Wow. Ça te revient quelque part. Donc, je sais que tout ce qu'on sème, tout ce qu'on donne, on le récolte. Et si ce n'est pas nous, nos enfants le récoltent d'une certaine façon. Et moi, je crois profondément en la force du partage et de la générosité. Et c'est parce que l'univers, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Et quand tu réduis ton univers à ça, tu n'auras que ça. Mais quand tu comprends que le monde est vaste et que même dans ton propre village, tu peux avoir plein d'opportunités. Bien sûr. À ce moment-là, tu te rends compte que plus tu vas lâcher prise, plus tu vas partager, plus tu vas recevoir. Et ça, c'est un mindset d'abondance. Le mindset d'abondance n'a pas peur de partager des opportunités. Oui. Le mindset d'abondance n'a pas peur de donner. Le mindset d'abondance n'a pas peur de ne pas avoir aujourd'hui parce qu'il sait que ça va venir, c'est sur le chemin. Quand on me demande si... Moi, quand les gens me disent non, je dis non, tu n'es pas fauché, tu es en attente d'abondance. C'est ça ma réponse. Je dis je suis en attente d'abondance. Je suis en attente d'abondance parce que je sais que ça va venir vers moi à un moment. Et franchement, je ne sais pas comment ce truc marche, mais il y a toujours quelque chose qui vient. À tout moment. Des fois, quelqu'un qui te devait depuis... Et il te paye finalement. J'ai eu... quand j'étais basé à Kinshasa, je n'ai pas eu, franchement, dans ce mindset... C'est l'expérience que j'ai vécue. Pendant toutes les années où j'étais basé là-bas, je n'ai pas manqué de salaire pour mes employés. Il y avait toujours quelque chose qui se débloquait à un moment. À un moment donné. Donc, c'est spirituel aussi tout ça. Et c'est spirituel parce que finalement, dire qu'on a un mindset d'abondance, c'est une façon d'envoyer à Dieu un message. Dire, voilà, je crois, j'ai la foi, je sais que tu vas pourvoir. Oui. Et il pourvoit, c'est un pourvoyeur. Effectivement. Et ouais, c'est très important. Bon, tu as parlé du spirituel, mais moi, je dirais aussi qu'il y a le travail aussi derrière. Parce que je sais que je travaille. Exactement. Tu peux pas dire, j'attends que les choses tombent. Ça va pas arriver. Voilà, ceux qui passent leur temps à longueur de journée à l'église et qui... Non, voilà. Ça marche pas. C'est pas possible. Ce qui marche... Non, c'est même de la sorcellerie. C'est comme, je sais pas si j'ai raconté cette histoire une fois dans un truc. J'ai un de mes amis qui vit au Ghana. Et son père était un grand chef religieux dans une ville au Ghana qui s'appelle Boko. Là où il y a les Hausa au Ghana. Et il y avait un monsieur, son père priait beaucoup pour les gens, venait, faisait les prières. Oui. Et il y a un monsieur qui est venu une fois, qui a dit, il paraît que papa, toi quand tu pries, on gagne de l'argent. Écoute bien l'histoire. Donc le papa prie pour lui, il fait ça, il lui fait quelques prières dans les mains, il dit Amin, et puis il part. Le gars revient, oui, mais tes prières ne marchent pas. Le papa lui dit, mais tu fais quoi dans la vie? Il dit, non, je fais rien. Il dit, mais moi je ne suis pas magicien. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas gagner quelque chose. Donc c'est un peu pour un peu illustrer cette histoire. Cette histoire illustre bien ce que tu dis. Bien sûr. L'abondance vient quand tu actives les leviers d'abondance. Et le travail est un levier d'abondance. Exactement. Le travail est un levier d'abondance. Délivrer ce que tu dois donner aux clients est un levier d'abondance. On est en abondance parce qu'on sait qu'on a travaillé. J'ai délivré là je sors de team building, formation, etc. Oui. J'ai délivré beaucoup de choses. Oui. Les virements vont passer à un moment. Bien sûr. Je suis zen, même si c'est chaud, en attendant. C'est pas grave, je suis en attente d'abondance. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis calme. Ouais, tranquille. Et bien ça c'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, moi, par exemple, voilà, on se plaint généralement en Afrique que
ceux qui réussissent ne partagent pas, tu vois, ce qu'ils ont fait pour réussir. Et moi, ça me tue parce que à un niveau, par exemple, tout à l'heure, je parlais d'un challenge que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où je suis passé de 50 000 francs pour faire 1 million. J'ai fait une formation gratuite et tout. Mais quand tu fais la promotion de ce truc-là, ok, j'ai une formation gratuite pour vous aider et tout. Bien sûr. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu donnes autant sans attendre en retour, en fait. Qu'est-ce que tu gagnes? Ils ne comprennent pas. Et les gens ne comprennent pas. Et cette même formation que les gens appliquent et ont des résultats, certaines personnes ne veulent même pas faire le premier pas et tout. Et ils sont juste bloqués là, dans les commentaires, à se dire non. Pourquoi c'est gratuit? Mais oui, moi je vois ça tous les jours. Tu vois ça? Oui, elle ment. Ce sont les gens qui ont l'argent qui disent des choses comme ça. Exactement. C'est parce qu'elle est confortable. Il faut voir comment les aigris là. Exactement. On les connaît, mais c'est normal, il faut les laisser. Africain ne partage jamais ce qu'il fait pour devenir riche. Oui, comme s'il y avait un secret. Il n'y a pas de secret. Pourtant, incroyable. Mais non, tu sais ce qu'ils aiment? Les gens qui leur disent, je me suis réveillé, j'avais 1 franc et puis maintenant je suis devenu milliardaire. C'est ça qu'ils aiment. Mais la personne explique, elle leur raconte des histoires bidons. Les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Mais c'est pas vrai. Après, on va me dire, non, il y a des vrais milliardaires. J'ai pas dit qu'il n'y a pas des vrais milliardaires. J'ai dit qu'il faut être réaliste. Bien sûr. Vous ne voulez pas. Les gens ne veulent pas être réalistes. Tout le monde veut devenir riche à tout prix. À tout prix. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que finalement, une fois que tu as l'argent, que tu fais avec? La richesse, c'est un état d'esprit. Bien sûr. Et on a vu les gens qui gagnent à la loterie aux États-Unis deviennent pauvres très vite. Parce qu'ils n'ont pas le mindset de richesse. Exactement. To be rich is a mindset. C'est pas l'argent seulement qui rend riche, c'est l'état d'esprit. C'est un état d'esprit. On est riche avant d'avoir l'argent. En fait. Exactement. On est prêt, nous, comme tu me vois là, on est prêt pour la richesse. Prêt. Prêt, tu donnes. C'est ça, et c'est ça. Et tu vois, il y a quelqu'un qui dit, tu donnes, si tu prends quelqu'un qui vaut 100 000 francs dans sa tête, il a un mindset de 100 000 francs, si tu lui donnes 20 millions, à partir du moment où ces 20 millions-là vont se réduire jusqu'à devenir 100 000 francs, son cerveau se met en off. Et il ne fait plus rien. Il va commencer à acheter des choses dont il n'a pas besoin. C'est vrai. Dispatcher l'argent dans n'importe quoi. Et jusqu'à ce que ça revienne à sa vraie valeur, en fait, c'est là il va se réveiller, se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors que quelqu'un qui a un mindset de 20 millions, tu lui donnes 100 000. Il va les transformer en 100 000. Il va les transformer. Exactement. Ça fait toute la différence. C'est ça la différence. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Exactement. Je me rappelle avec une amie, j'ai une amie qui vit maintenant en Californie. Et quand on était super fauchés, on se baladait là où il y avait les gens riches à Paris, là, tous les avenues, des trucs. Et on regardait, on sait que ça nous, un jour, on va acheter aussi. Tu vois, Mathilde Fletcher. Hi Mathilde, je ne sais pas si elle est à Los Angeles maintenant, mais on était vraiment fauchés. Hein. On marchait toutes les avenues, là où il y a les choses charismatiques, là. Quand on n'avait vraiment pas d'argent. Et moi, quand je suis très fauché, je suis très sapé. Parce que je ne peux pas attirer, tu dois ressembler à l'abondance. En permanence, d'ailleurs, je suis toujours sapé, même quand je ne suis pas fauché. Mais tu sais, des fois, il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont tendance à se laisser aller. Bon, les jeunes, ce que je leur dis, quand tu n'as pas d'argent, lève-toi, lave-toi, habille-toi, sors. Parce que tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dehors qui va t'ouvrir une opportunité. Ou alors connecte-toi. Maintenant, tu n'as pas besoin de sortir même. Connecte-toi à Internet. Exactement. Propose quelque chose. Vends quelque chose. Forme-toi. Écoute les vidéos de Nabou, de Myril, de Benny. Écoute nos vidéos. Suis. Ça va te donner des idées. Ça va te donner le moral. Ça va te donner du courage. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin. Avant, nous, on avait besoin de sortir pour rencontrer les gens. Tu vas sur LinkedIn, tu te connectes, tu fais un compte, tu commences à te connecter, tu displayes ton expertise, tu vas avoir des opportunités. Bien sûr. Et c'est totalement ça, en fait. Il faut juste avoir ce mindset-là d'abondance. Savoir que, OK, on peut partir de rien surtout et arriver à quelque chose dans la vie. On peut toujours. Et ça revient à ce que Richard Flash disait tout à l'heure, en fait. C'est la confiance. Et la confiance en soi. Ça m'a marqué aussi, ce qu'il a dit. Ça m'a marqué parce que c'est tellement vrai, en fait. Ça fait tout. Ça fait tout, la confiance en soi. Oui, pour ceux qui n'ont pas cette confiance-là naturellement, tu vois, ou dont la confiance a été brisée, qu'est-ce que toi tu leur conseilles par exemple pour la restaurer? Parce qu'il y a des gens qui ont un potentiel énorme, mais qui sont juste shy, tu vois. Moi, je les invite à regarder mes vidéos. Ok. Non, j'ai beaucoup de témoignages. Oui. Les gens me disent, vos vidéos me redonnent confiance en moi. Moi, je dis ça par rapport aux témoignages que j'ai. Moi-même, ça m'étonne. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Donc, je me dis, si ça fait ça pour certaines personnes, ça peut le faire pour beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des vidéos sur la confiance en soi, sur le syndrome de l'imposteur, sur tous ces concepts qui permettent de se développer. C'est vraiment du développement professionnel et personnel, des concepts. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, il y a une dame qui m'a dit, Haïti, vous ne savez pas ce que vous me faites. Ça me fait du bien, etc. Donc,
Donc je me dis, il y a quelque chose dedans que chacun peut prendre pour lui Tout à fait. et se développer. Donc c'est une façon d'être coaché, c'est de la formation et du coaching que je leur Oui. offre. Deuxième chose, passer à l'action. Oui. Passer à l'action, fréquenter des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Pas les gens qui vous tirent vers le bas. Fréquenter des personnes qui vous invitent dans des choses qui vous font grandir. Pas les gens qui vous tirent dans des choses qui vous font, qui vous baissent ou qui vous font dépenser inutilement. Voilà. Choisir les bonnes copines et les bons copains. Et pas les gens qui sont dans le show-off, mais qui sont dans le travail. Effectivement. Tout ça, ça a un impact sur le mental. Oui. Parce que je vois les jeunes, des fois, tu peux être très découragé et tout. Mais quand tu es drive par quelque chose de positif, ça te donne, décuple tes forces. Bien sûr. Complètement. Bien sûr. Et se choisir une mission et avoir une vision et des objectifs. Souvent, on est découragé parce qu'on n'a pas d'objectif. Je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai aucun objectif, je ne sais pas ce que je vais accomplir. Mais une fois que tu arrives à trouver, et c'est en regardant, en suivant certaines personnes sur les réseaux sociaux, en sachant, ah, ça c'est ce qu'il fait, ah, je vais voir ce qu'il fait là, ça, tu vas trouver ta voie progressivement. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir aller te focus sur cette voie-là et te former dedans. Et un jour, créer un compte et commencer à voir comment tu peux partager ce que tu peux, ou te former. Tu peux te former en closing, tu peux te former en funnel builder, tu peux te former en tellement de choses, en monteur, etc. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu montes le business, il faut être sérieux. En community manager. Le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont sérieux et qui délivrent. Effectivement. Donc, si vous voulez, le secret de la réussite, c'est pas seulement le travail, c'est de délivrer le service. Effectivement. C'est ça le secret. Tout à fait. C'est quand tu dis à ton client que tu vas lui faire ça. On a un programme, comme tu veux avec Benny. C'est le jeudi, une fois par deux semaines, on délivre. Quel que soit le niveau d'occupation. Moi, j'ai fait ma session l'autre jour. Une amie m'a donné les clés de sa chambre d'hôtel parce que j'étais en conférence. J'ai fini assise par terre dans le couloir de l'hôtel en train de faire la formation. Je dois délivrer à tout prix. J'ai fait charger mon téléphone. Je dois délivrer à l'heure où je dis que je délivre, je dois le faire. Hier, je prenais l'avion, j'avais mon débrief de ma formation en ligne. C'était le soir, je l'ai mis à l'après-midi. J'ai fait le débrief l'après-midi, avant d'aller à l'aéroport. Parce que c'était prévu depuis longtemps, c'était dans le planning. Je ne savais pas que j'allais voyager à cette date-là. Tu dois délivrer, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Tu peux t'excuser, il peut y avoir des retards et des trucs, mais quand tu as dit que tu délivres, tu délivres. C'est vrai que des fois, on ne peut pas. C'est normal, on est humain. Mais essaye le maximum de délivrer. Tout à fait. Si vous devenez monteur, quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi, quand vous devez livrer le community manager, arrêtez de vous dire que vous allez devenir riche en un jour et délivrer. Non, c'est ça le problème. Tu vois, le gars, il n'a même pas d'expérience. Il commence à te facturer des montants exorbitants. Exactement. Toi-même, tu es étonné. Lui-même, il est étonné du prix qu'il t'a donné. Non content de te donner le prix, il ne va même pas livrer le travail. C'est là où tu te dis, bon, c'est gâté. C'est gâté complètement. Donc, tu vois, il y a tout ça, quoi. C'est très bien. Et je te remercie. On arrive maintenant à la fin de notre interview. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Tu as été très transparent et j'espère réellement qu'on a apporté beaucoup de valeur à ceux qui nous suivent. Et voilà. Et donc, moi, j'ai un slogan, en fait, sur ma chaîne. C'est la révolution est en marche. Donc, je veux que tu m'aides à le faire. Je t'ai entendu dire ça beaucoup de fois. Exactement. Depuis, on se promène dans Cotonou, là, chaque minute, tu dis la révolution est en marche. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? De quoi il parle? Tu as dit à Benny 3 fois la révolution en marche. J'ai dit, bon, j'ai loupé un épisode de quelque chose, donc c'est ça, en fait. Exactement. Moi, le mien, c'est oser briller. Ok, oser briller. Donc, je vais dire, et n'oubliez jamais que, et tu enchaînes la révolution en marche. Ok. Donc, et n'oubliez jamais que. La révolution est en marche. Et n'oubliez jamais que. La révolution est en marche. Et n'oubliez jamais que. La révolution est en marche. Super. Allez, ciao. À bientôt, au revoir et merci Myril pour l'invitation. Non, je t'en prie. À bientôt. Plaisir pour moi.